Salut tout le monde, c'est Déborah, et hier soir, dans un élan de motivation que je ne m'explique pas, je suis allée à l'avant-première Dans nos très troubles, la suite abyssale Dans nos troubles, et depuis j'essaie vraiment de relativiser, mais en fait surtout en me disant que je vais faire passer ma place de cinéma en note de frais. Hello, je me permets d'interrompre ce cher individu pour vous parler d'un film qui nous a tapé dans l'œil, qui nous a tellement bien tapé dans l'œil qu'on est devenu partenaire. Ce film, il s'appelle Tropique et il sort ce 2 août dans nos salles. Et c'est un peu difficile d'en parler sans spoiler l'élément central du scénario, mais qui arrive très tôt. En gros, c'est l'histoire de deux frères qui font espace-études, c'est-à-dire qu'ils ont un cursus hyper exigeant pour avoir la chance d'accéder à une mission spatiale d'une très haute importance, et ils sont bien partis pour réussir, sauf qu'un événement fantastique, on va dire, bousille complètement leur dynamique. Alors dit comme ça, on dirait le postulat d'un film de science-fiction hyper pop, comme Hollywood les aime notamment, mais malgré l'ambiance générale du film, qui est hyper fiévreuse grâce à un tournage en pellicule, à la photo et aussi à la musique du musicien électro Sébastien, l'originalité de Tropique, c'est justement de partir dans une toute autre direction, beaucoup plus morbide. Et on se rend vite compte, surtout après la scène, que la référence, c'est moins la SF grand public que la couleur tombée du ciel de Lovecraft. À partir de l'élément perturbateur, on bifurque vers un genre de cauchemar psychologique qui lorgne même un peu sur la body horror. Et donc, vous l'avez compris, on en revient à remettre en question ce qu'est une relation fraternelle. Vous allez me dire, ça fait un peu film à thèse, ce qui est pour moi un problème récurrent des projets fantastiques du style, mais justement, au contraire, Tropique rajoute plusieurs couches de complexité à ses personnages, passé l'élément perturbateur, et in fine, finit par évoquer les sacrifices que demande la conquête spatiale, le handicap, ou même surtout, la cruauté de l'élitisme scolaire. Et si vous êtes du genre à retenir votre souffle quand les personnages le font dans les films, vous allez souffrir. Finalement, et ça pourrait paraître étrange, ça fait un peu penser dans l'idée à un autre excellent film francophone sorti récemment, Nos cérémonies. Les approches, notamment esthétiques, n'ont rien à voir, mais on a aussi cette idée d'explorer une relation fraternelle, un peu virile tout ça, avec l'accent mis sur les corps et l'effort physique, mais surtout asymétrique. C'est une preuve de plus, finalement, que ce cinéma fantastique-là est super intéressant en ce moment, et que les talents qui émergent sont à suivre. En tout cas, on a très hâte de voir la suite de la carrière de Édouard Salier. Bon, avant de s'aiguiser les dents, il faut quand même que je précise que j'adore les films de requins. J'étais d'ailleurs super contente qu'on y consacre un podcast. Et même si The Requin faisait partie l'année dernière de mes flops de l'année, je peux défendre d'autres indéfendables comme The Reef 2 ou Shark Bay, et je pardonne volontiers tous les défauts des films de requins, les plus habituels étant les effets spéciaux, les personnages, notamment féminins, écrits n'importe comment, ou l'éternel recyclage des scénarios et de la mise en scène. Mais tout ça à condition qu'il tienne sa promesse de faire du shark porn. Alors ce mot n'existe pas et surtout ne le tapez pas dans Google. Après, je partais pas vraiment confiante. Le premier, En nos troubles, je le mettais déjà dans la catégorie de ses promesses pas tenues, puisque cette coproduction avec la Chine a coûté 130 millions de dollars hors marketing et devait donc attirer le plus de monde possible dans ses filets pour se rembourser, ce qui l'obligeait à faire pas mal de compromis et à mettre son mégalodon au régime pour rester dans les clous du spectacle grand public PG-13. Du coup, c'était ni effrayant, ni gore, ni totalement comique, ni jouissif, mais la suite avait l'air de vouloir être plus jusqu'au boutiste. Le budget n'a pas encore été annoncé, mais En nos très troubles nous vend 3 mégalodons qui ont faim, une espèce de pieuvre géante façon Kraken, mais aussi tout un passage dans les abysses et bien évidemment Jason Statham qui harponne du super prédateur en pétant la classe sur son jet ski. Bref, autant d'ingrédients pour faire de la série B de luxe beaucoup plus décomplexée et régressive, sauf qu'à l'inverse, on est tombé dans du Z accidentel et bien trop radin vu tout ce qu'il a dans les poches. Ce film est rempli à ras-bord, mais tout est sous-exploité ou trop court pour être apprécié. Et un des meilleurs exemples, c'est l'ouverture calquée sur celle de Jurassic World 3, donc qui se déroule il y a 65 millions d'années avec des dinosaures, en particulier un tyrannosaure, mais la scène est à peine plus longue que ce qu'on voit au début de la bande-annonce, donc c'est aussi assez frustrant. C'est pareil pour l'écosystème sous l'océan qui abrite des animaux du Jurassique. Sur le papier, c'était une belle promesse, mais on se retrouve avec 4 poissons, des mini-pieuvres et 3 trucs bioluminescents, donc un écosystème finalement très pauvre et à peine exploité, ce qui est très dommage. Quant aux bestioles en elles-mêmes, elles sont elles aussi terriblement sous-exploitées. Le fait que les mégalodons soient plus gros, plus nombreux et visiblement plus remontés contre les humains n'a quasiment aucun impact sur la façon dont ils sont utilisés dans le scénario et mis en scène à l'écran. Ils deviennent presque des accessoires étant donné qu'ils n'incarnent plus la menace principale ou un danger implacable, vu que dans ma vie j'ai plus galéré à éclater des moustiques dans mon salon que Jason Statham a tué des mégalodons dans le Pacifique. Le film passe aussi son temps à mettre en place des situations a priori ludiques, à
poser des enjeux pour ne rien en faire derrière, et c'est là encore super frustrant et décevant. Dans la première partie du film, on a une station sous-marine qui prend l'eau, donc ça nous laisse imaginer une course contre la montre en huis clos avec le danger de la pression, le manque d'oxygène et dehors une horde de trucs affamés qui rôdent. Mais en fait non, il remonte à la surface super facilement entre deux scènes pour vite passer à la suite. On pouvait aussi s'attendre à des combats en exosquelette à 8 km de profondeur, ce qui aurait été vachement cool, mais là non plus, on n'a pas le droit à ça. Ouais voilà, on a juste des situations qui se succèdent sans aucune difficulté et donc aucun intérêt. En fait, le film n'arrive jamais à installer un sentiment d'urgence ou d'anxiété. Il n'arrive pas à insuffler la moindre tension au récit qui pourtant a tout plein de moments qui s'y prêtent parfaitement. La réalisation, elle, est ultra basique, mais c'est surtout le montage qui est apocalyptique, vu qu'il anéantit toutes les scènes d'action et torpille les repères spatiaux, ce qui fait que la gestion de l'espace est juste horrible, ça rend tout imbitable alors qu'il n'y a absolument rien de complexe qui se déroule à l'écran. Je compte de façon exhaustive 3 ou 4 plans sympas, notamment on l'a vu à l'intérieur de la gueule du mégalodon qui croque ou plutôt gobe les gens, mais bon, ils sont déjà tous dans la bande-annonce, donc pareil, faut pas s'attendre à grand chose de plus et certainement pas à un immense carnage. Enfin, et c'est vraiment le truc le plus grossier, le film s'est senti obligé de creuser une réflexion, de porter un message écologique, comme ça a déjà été fait dans plusieurs films de requins, et vraiment pas de souci avec ça, le sujet s'y prête très bien, mais c'est plutôt l'exécution qui est catastrophique et complètement ridicule tellement c'est ringard dans la façon de faire. Le personnage de Jason Statham est surnommé le James Bond écolo ou même le guerrier écolo, parce que le film nous dit bien que déverser des déchets toxiques dans l'océan, c'est pas bien. Mais par contre d'un autre côté, Jason Statham il tue des créatures millénaires en voie d'extinction et il bosse avec des mecs qui ont construit une immense station scientifique qui n'a pas l'air très éco-friendly comme ça, avec un mégalodon en captivité et un gars qui essaie de le domestiquer façon Chris Pratt dans Jurassic World. Au final, pas de révélation choc aux médias, pas de prise de conscience, rien. Les méchants sont juste des méchants trop heureux de faire des trucs de méchants. Ils sont là pour se faire bouffer, vu que c'est principalement eux qui sont au menu et pas les gentils. En fait, on dirait même qu'une bonne partie de cet arc a été dégagée du scénario parce qu'ils savaient pas quoi en faire, ou alors maladroitement gardée pour une suite que je laisserai Mathieu critiquer si un jour elle devait vraiment arriver. Voilà, cette courte vidéo est maintenant terminée, mais je vous retiens encore une minute pour vous rappeler qu'Écran Large propose sur le site un abonnement payant pour accéder à des dossiers dans lesquels on revient sur des films plus ou moins anciens, mais dont on aime reparler ou qu'on veut tout simplement défendre. Récemment, on a par exemple écrit sur La Bombe, Une fiancée pas comme les autres, L'homme qui rétrécit ou Ginger Snap et Agora. Vraiment, il y en a pour tous les goûts, même les plus mauvais parfois. Le lien pour y accéder est dans la description de la vidéo. Merci à tout le monde d'être resté et à très bientôt. Stop.